Salut tout le monde les amis, c'est Asmi et j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'uniforme. Nouvelle, pas vraiment. En fait c'est une vidéo que j'ai déjà faite sur l'uniforme M36, sur la période 39-40. Mais je trouvais qu'elle était très mal faite au niveau du cadre, du son, etc. Et les informations données n'étaient pas forcément justes à 100%. Donc je préfère la refaire. Et bien c'est parti, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'uniforme porté par les soldats d'infanterie de la Wehrmacht en modèle 36, mais cette fois-ci centré sur l'année 1940. Dans cette vidéo, je ne vais parler que du matériel que je porte sur moi. D'autres versions du même uniforme existent, mais elles vous seront présentées dans de futures vidéos afin de ne pas se perdre dans les explications. La version présentée ici n'est qu'une parmi tant d'autres. Commençons tout d'abord par le pantalon modèle 37 Stengrau. Ce pantalon fut utilisé durant de longues années par l'armée allemande et il est l'héritage des pantalons de la Première Guerre mondiale. En 1937, il subira des modifications, d'où l'appellation M37. Le pantalon est fait en drap de laine de couleur gris et possède 4 poches. 2 poches principales aux extrémités, fermables par un bouton, une petite poche permettant de mettre une montre à gousset à l'avant, gardée par vieille tradition, et une poche à l'arrière sur la fesse droite, également fermable. Une martingale est placée à l'arrière afin de serrer au mieux la taille, le pantalon ne permettant pas le port d'une ceinture. Aussi, une paire de bretelles sera conseillée pour ne pas le faire tomber et le porter correctement. Remontons un peu. Sous la vareuse, le soldat porte une chemise blanche en coton, sans col. Elle se ferme sur la moitié seulement, par 4 boutons. Sur le modèle présenté ici, seuls 3 boutons sont présents. Vers le milieu de la guerre, d'autres chemises avec col apparaîtront et seront distribuées. Ici sont portés les brodequins Reichswehr M33. Cette paire de brodequins a été distribuée de 1933 jusqu'à 1938. Il s'agit simplement d'un brodequin où nous avons rajouté une jambière en cuir sur le dessus. De plus, comme la plupart des paires allemandes, les M33 sont cloutées et ferrées. Elles ont été portées par une partie des soldats seulement, celle-ci n'étant que prototype et dotée aux hommes à des fins de test. Ainsi, en 1938, leur production est stoppée pour des raisons de temps de fabrication trop élevés au profit des bottes, plus simples et rapides à concevoir. Mais il n'était pas rare d'en retrouver encore en 1940 au pied des soldats les ayant perçus avant leur disparition des pactages. La vareuse M36. Durant tout le long de la guerre, et même durant l'avant-guerre, l'armée allemande a changé plus d'une fois ses vareuses. Ici se trouve la vareuse modèle 36. Elle possède un col de couleur vert canard avec des Litsons larges d'infanterie, une paire d'épaulettes d'infanterie également et un aigle M37 de la même couleur. Le liseré blanc sur les épaulettes et Litson désigne l'arme du soldat. Quelques exemples ici comme rouge pour l'artillerie, bleu pour l'enseigne médicale, noir pour le génie ou comme ici blanc pour l'infanterie. A noter qu'en 1938 des Litson dits génériques, donc sans liseré, font leur apparition. La vareuse se ferme par 5 boutons verticaux et possède 4 crochets, 2 à l'avant et 2 à l'arrière reliés par des bretelles internes, afin d'aider au port de l'équipement. 4 poches se trouvent à l'avant également, 2 en haut et 2 en bas, pouvant servir à ranger du matériel, ou comme ici, un carnet militaire, dit soldebourg en langue originale, et un jeu de cartes. La M36 sera portée par l'ensemble des soldats et restera majoritaire jusqu'en 1941 durant l'opération Barbarossa. Le calot M34. Les soldats avaient des coiffures différentes suivant le poste, le grade ou l'année d'engagement, mais la coiffure la plus répandue était le calot modèle 34. Il est fait du même feutre vert que la vareuse, possède 2 œilletons sur les côtés et des insignes sur l'avant. L'aigle de la Wehrmacht en haut, un liseré de couleur, ici blanc, et la cocarde tricolore du Reich, noir, blanc, rouge. Le calot connaîtra des modifications avec les années, comme le modèle 38, fait pour les officiers, ou le modèle 42, plus destiné pour l'hiver. Il sera remplacé à partir de 1943 par la Feldmütze, qui est un calot M42 avec une visière, créant une casquette. Mais il sera toujours possible de le retrouver, même à la fin du conflit.
L'équipement allemand est étudié afin que le soldat puisse avoir le nécessaire et être le plus mobile possible au combat. Ici nous pouvons retrouver une paire de cartouchières qui n'ont pas évolué depuis la Première Guerre mondiale, mis à part la teinte qui est devenue noire. Elles serviront à ranger des lames chargeurs pour le fusil. À l'arrière, un sac à pain M31 de couleur gris Reichswehr permettant de ranger du matériel ou des rations. Il fait aussi office de support. Dessus est accrochée la gourde M31, c'est un bidon en aluminium de 33 centilitres, recouvert d'une feutrine marron et d'un quart en aluminium également, servant de verre. Une gamelle M31 de couleur vert foncé 6007, retenue par une sangle en cuir, le tout accroché à des anneaux du sac à pain. Placé au-dessus, la Zeltbahn. C'est un pan de tente de forme triangulaire disposant du camouflage dit splinter, ou grand éclat en français. Elle permet la création d'une tente complète si 4 sont assemblés. Elle peut également se mettre en poncho pour se protéger de la pluie ou du vent. Pour gagner en place, elle est chevauchée par l'étui du masque à gaz, lui-même contenant le masque M38. Aucun gaz ou produit chimique ne fut utilisé durant la guerre, mais les Allemands le garderont jusqu'à la fin par peur des souvenirs de la Grande Guerre. Sur le côté gauche est placée une pelle droite rangée dans son étui, ainsi qu'une baïonnette de Mauser glissée dedans. A noter que la pelle pouvait être une bonne arme de corps à corps si celle-ci était affûtée. L'ensemble de l'équipement est porté par un ceinturon en cuir noir, fermé par une boucle en aluminium grenelé où est frappé l'aigle de la Wehrmacht ainsi que la devise de celle-ci, Gott mit uns, soit Dieu est avec nous en français. Une pochette en caoutchouc ou en tissu contenant la toile anti-gaz se retrouve sur le buste accroché à la sangle de l'étui du masque. Elle pouvait servir à se protéger contre les gaz quand ceux-ci étaient nocifs pour la peau. Comme sac à dos, les Allemands possédaient le tornister. Ce sac mythique existe depuis bien avant le XXe siècle. Jusqu'alors, les soldats avaient le tornister modèle 1887, fait de cuir et de toile. Mais en 1934, des modifications lui sont apportées pour devenir le modèle 34. Son utilité au combat était moindre, donc il ne sera que rarement utilisé durant ceux-ci. Dessus pouvaient se placer à l'aide de sangles différentes choses, comme des draps, une couverture, ou la Zeltbahn. Ici se trouve un matelas en tissu blanc recouvert de la Zeltbahn afin de le protéger et surtout de le camoufler. Cette configuration n'est pas vraiment réglementaire, mais pas impossible dans la logique. Ce sac sera utilisé tout le long de la guerre, mais de moins en moins avec les années, pour être remplacé par de plus récents, comme le rucksack vers le milieu du conflit, plus simple et moins cher à fabriquer. Il est toujours utilisé aujourd'hui sous des versions plus modernes. Afin de se protéger la tête durant les combats, le soldat disposait du Stahlhelm M35, successeur des M16 et M18 portés durant la Première Guerre mondiale. Le Stahlhelm M35 est plus petit, dispose d'une jugulaire en cuir et de 3 rivets pour fixer le cerclage interne. Il est de couleur vert olive 6003 et doté de 2 décalcomanies spécifiques au début du conflit, l'aigle de la Wehrmacht à gauche et le drapeau tricolore à droite. Le drapeau disparaîtra officiellement des nouveaux casques sortant d'usine aux alentours de janvier 1940 et une nouvelle couleur, le gris ardoise, fera son apparition au même moment. Mais que ce soit par dotation ou conviction, les deux couleurs ainsi que les casques à un insigne et 2 insignes se sont côtoyés. Le Stahlhelm M35 sera remplacé par les modèles 40 et 42 quelques années plus tard, même si comme pour le tornister, certains casques pourront se retrouver encore à la fin du conflit. Le Mauser Karabiner Hartun 96K, ou 98K, fut le fusil principal de l'armée allemande de 1935 à 1945. C'est un fusil à verrou chambré en calibre 7,92 x 57 mm, pouvant accueillir jusqu'à 5 cartouches. Il est le successeur du Gewehr 98, utilisé depuis 1898. Il contient une tige de nettoyage des bourrages sous le canon, qui n'est pas visible ici, ainsi qu'une plaque de couche plate. Mon Mauser étant du fabricant espagnol Dönix, il possède une plaque bombée. Voici à quoi pouvait ressembler un soldat d'infanterie de la Wehrmacht durant la bataille de France en 1940. Comme précisé au début de la vidéo, nombreuses sont les versions d'équipement, d'uniforme ou de peinture qui seront utilisées durant cette période. Ici est présentée ma version, mais d'autres pouvaient se retrouver. Je vous les présenterai dans de futures vidéos. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quand même passé du temps à la faire, surtout à écrire le texte, hein. Les vidéos encore ça prend une petite après-midi, c'est pas extrêmement long, mais le texte est assez difficile à écrire, surtout qu'il y a beaucoup d'informations à dire, à enregistrer, à recevoir.
Je remercie également mon association, donc les membres de mon association Feldzug DIR 43 qui s'affiche donc en bas, en haut, n'importe, que vous pouvez retrouver sur Facebook, qui m'ont beaucoup aidé à corriger déjà les erreurs que j'avais faites. J'ai probablement encore peut-être dit quelques erreurs, mais c'est des petites erreurs qui ne sont pas extrêmement graves, on va dire. Mais voilà, je les remercie énormément parce que moi-même j'ai des connaissances, c'est sûr, mais je n'ai pas toutes les connaissances, je ne peux pas tout savoir. Même nous, hein, nous ne pouvons pas tout savoir, mais on peut en savoir un maximum et c'est ce que j'ai essayé de retransmettre dans cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez vous faire un uniforme début de guerre, et ben écoutez, suivez peut-être cette vidéo qui pourra vous présenter certaines choses pour ne pas vous tromper. Je ne vous donnerai pas spécialement de lien pour acheter votre matériel. Je ne suis pas une bible, je présente juste ce que j'ai. Bien entendu, il y a plein d'autres variantes, il y a plein de matériel autres que celui que je porte sur moi. J'ai pas forcément la meilleure qualité ou les meilleurs produits, tout simplement, même s'ils sont relativement corrects pour la plupart. Comme vous avez pu le voir quand même, j'ai été sympa dans la vidéo, je vous ai cité la plupart, quelques marques de matériel comme les brodequins, les bottes, etc. que vous pourrez retrouver sur ces sites-là. Mais il faut bien prendre en compte que se faire un uniforme n'est pas juste pour le plaisir. Bien entendu, il y a des trucs à prendre en compte. C'est pas quelque chose de facile. Il faut déjà se documenter sur l'uniforme. Il faut également mettre le prix. C'est pas gratuit. Chercher à faire un uniforme avec 100 €, c'est très peu. 100 €, vous verrez, ça peut paraître beaucoup pour la plupart des gens. Mais pour se monter un uniforme, surtout allemand, c'est extrêmement peu. Il faut taper beaucoup plus haut. Et il faut également avoir le respect de l'uniforme. Vouloir porter un uniforme de n'importe quel pays, pas seulement allemand, il faut le porter avec respect. Des hommes sont morts sous cet uniforme et donc il faut les respecter. Si c'est pour le porter entre vous, pour le plaisir, etc., vous pouvez. Mais si vous décidez de faire des photos, de les publier sur internet comme Facebook, Twitter, je ne sais pas quoi, ou de vous présenter à des sorties historiques comme celles que je fais, eh bien vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, mais alors faites-le avec un minimum de respect pour les hommes qui sont morts sous cet uniforme. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit précédemment, la première vidéo sur le M36 restera disponible bien entendu. Elle sera peut-être supprimée un jour, mais pour l'instant c'est pas prévu, donc vous pourrez toujours aller la voir et voir les différences entre la première et celle-ci. Peut-être donner vos améliorations, vos conseils, etc. Je prends, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Je vous répondrai en commentaire, il n'y a aucun souci. Un délai peut-être court ou long, tout dépendra. Je regarde les commentaires au moins une fois par semaine, donc je vous répondrai dans la semaine, il n'y a pas de souci. Mais écrivez ce que vous voulez dans les commentaires, tant que ça reste correct et que si vous me sortez des conseils ou des remarques, qu'elles soient constructives et qu'il y ait des arguments. En tout cas les amis, cette vidéo est à présent terminée. Moi je vous dis à la prochaine pour une présentation d'uniformes, de jeux vidéo ou autre. Ciao.